Bon, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, cette conférence est organisée par trois partenaires, donc le Centre scientifique de Monaco, Osmo International et Monaco Women in Finance, MWF Institute. D'abord, j'aimerais remercier le Centre scientifique de Monaco et plus particulièrement Nathalie Hini, responsable de l'économie environnementale, la Fondation du Prince Albert II pour l'organisation de la Monaco Ocean Week. Et je me présente, donc Patricia Cresso, présidente et cofondatrice de Monaco Women in Finance, premier think tank économique féminin en principauté, dont l'objectif est de rassembler les femmes autour de 4 thèmes: l'entrepreneuriat, le développement durable, l'impact social et la fintech. Un grand merci à l'équipe du MWF Institute, Johanna Damar-Flores, la cofondatrice, Julie Faure-Clémentine, la responsable stratégie et communication, Pascal Caron, notre spécialiste tech et innovation, directrice de publication de Sol Initiative, qui est notre branche entrepreneuriale MWF, Aude Krummenacker, notre responsable administrative, et Nelly Montanea, responsable des projets et des adhésions. Pour tout renseignement, nous nous tiendrons à votre disposition à la fin de la session. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour un moment consacré à la finance durable. When theory meets practice. En essayant de répondre à cette question, quel est le rôle du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique? En essayant de répondre à cette question, je voudrais faire juste 3 focus. Donc, premier rappel, c'est le rapport du GIEC sur l'urgence. Pourquoi il est urgent d'agir? Nathalie Hini, responsable de l'économie environnementale, qui nous rejoindra, qui finit sa première session avec les scientifiques, co-auteur du rapport du GIEC. L'urgence, c'est que 3 milliards de personnes sont déjà très vulnérables. Les extinctions d'espèces estimées de 3 à 14% à une augmentation de température à 1,5 degrés, plus de maladies, 1 milliard de personnes sur des zones côtières à risque alors que le niveau de la mer se renforce, et au-dessus d'1,5 degré, c'est un dépassement irrémédiable, avec des impacts irréversibles sur les écosystèmes, comme les récifs coralliens, les glaciers de montagne et les calottes de glace. Qu'est-ce que la finance durable? Le deuxième focus. Selon l'Observatoire de la finance durable, il y a 4 thématiques principales. L'investissement responsable, intégrant les critères ESG dans le processus d'investissement. Nous aurons tout à l'heure Stéphane Herp qui nous en dira plus. La finance verte réunit des opérations financières en faveur de la transition énergétique et écologique, par exemple des green bonds. Donc nous aurons l'exemple avec Monaco Resources Agricole, contribuant à la transition écologique. La finance solidaire, regroupant des placements dont l'engagement est orienté sur les critères sociaux. Et pour finir, le social business qui se concentre sur les entreprises dont la finalité est sociale. Troisième et dernier point, avant de laisser la place à nos intervenants, quelques chiffres sur la finance durable qui progresse selon la volatilité des marchés à 3 200 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 80% par rapport à 2019, selon les chiffres du CNUSAD, qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Je laisse maintenant la place à Stéphane Herp, Chief Investment Officer au CFMA de Suez, sur le thème de perspectives et enjeux de la finance durable. Merci Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Monaco Ocean Week de nous réunir autour de cette conférence sur la finance durable. Donc je vais essayer de vous dresser un rapide panorama de la finance durable, notamment en évoquant l'essor formidable qui a déjà été évoqué un peu par Patricia de la finance durable depuis une vingtaine d'années. J'essaierai d'évoquer aussi les limites que l'on commence à toucher, que ce soit dans le domaine financier ou dans le domaine des polémiques dont on parle de plus en plus, voir quelles sont les perspectives de développement, de rebond possibles, et puis surtout évoquer une partie, une thématique forte au sein de la finance durable qui est la Blue Finance, la Blue Economy, et on est en plein cœur du sujet de Monaco Ocean Week, et en prenant l'exemple d'un acteur financier qui est le CFMA de Suez, qui a voir ce qu'il a pu développer dans ce domaine. Donc première chose, revenons sur
sur le développement de l'essor formidable de la finance. Alors là, je crois qu'on voit pas entièrement le slide, mais c'est pas très grave. On a déjà cité quelques chiffres, donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres. C'est vrai que c'est impressionnant de voir, par exemple, l'année dernière en Europe, plus de 3000 fonds d'investissement a été gérés de façon socialement responsable en ISR. Ça représente plus de 3000 milliards d'actifs. Rien qu'aux États-Unis, le premier secteur financier au monde, on a un tiers des actifs qui sont gérés en ISR, ce qui est énorme. Ça représente, je crois, plus de 15 000 milliards de dollars. Donc, on voit que c'est plus un phénomène de mode, ISR. C'est pas une niche au sein du secteur financier. C'est une vraie lame de fond. Et là, en plus, on est dans un terme maritime, ça tombe bien. Donc voilà, c'est incontournable. Voilà, je ne vais pas dresser l'ensemble des chiffres, mais vous voyez sur le tableau à côté, l'évolution des actifs sous gestion, que ce soit sur les marches, sur les actions ou les obligations, depuis un an, plus de 150%. Donc c'est vraiment un phénomène complètement incontournable. Alors dans la finance durable, il y a trois types d'intervenants. Les actifs, les acteurs financiers, dont je fais partie, et puis nous avons aussi les investisseurs et les entreprises. Cet engouement pour la finance durable concerne aussi les investisseurs, mais pas uniquement les investisseurs institutionnels. Quand je parle d'investisseurs, on peut parler aussi des épargnants, de monsieur tout le monde. Je fais allusion à un sondage qui avait été fait l'été dernier par l'IFOP, qui disait que 6 Français sur 10 tenaient compte des impacts environnementaux et sociétaux dans leurs décisions d'investissement, leur choix d'épargne. Ce qui est quand même considérable. Je ne suis pas sûr que au niveau bancaire, on voit absolument le résultat concret de ce sondage, mais ça montre qu'il y a une vraie, le slide d'avant, pardon, désolé, qu'il y a une vraie sensibilisation à ce thème qui est très forte. Ensuite, dernier acteur, les entreprises. Et là, on parle de démarche RSE des entreprises. Même chose, c'est devenu quelque chose qui est généralisé. D'une part, au niveau des pratiques des entreprises qui commencent à modifier la façon dont elles évoluent en interne, dont elles communiquent avec les clients, mais aussi sous l'angle financement. Et là, on a ce qu'on appelle le financement via les obligations environnementales ou les green bonds, qui s'est fortement développé ces dernières années. C'est un marché quand même considérable, puisque je crois que l'année dernière, plus de 270 milliards d'euros de green bonds ont été émis. Alors, on parle souvent des green bonds, donc je fais juste une rapide parenthèse. De quoi parle-t-on? Il s'agit d'émissions obligataires qui sont faites sur les marchés, soit par des États, des entreprises, voire des banques, des acteurs financiers, mais qui ont la différence avec les émissions obligataires classiques, c'est qu'il y a deux critères, deux contraintes bien spécifiques. C'est que l'argent qui est levé par l'intermédiaire de ces obligations vertes sert à financer des projets, des activités de transition écologique ou de préservation de l'environnement. Et la deuxième contrainte, c'est qu'il doit y avoir un rapport d'activité qui est fait chaque année, on en parlera un peu plus tard avec Frédéric, qui donc permet de faire auditer les activités qui sont réellement financées par ce green bond. Ces green bonds ont été, non pas de vraies réglementations spécifiques, mais ils ont été, le modus operandi a été défini lors des Green Bond Principles en 2013, sous la houlette de 4 banques, 3 banques américaines, Citigroup, Bank of America et JP Morgan, et une banque française, Crédit Agricole CIB, qui est la banque la plus investie dans ce domaine, puisque la banque d'investissement de Crédit Agricole CIB est le leader mondial d'émissions de green bond. Et puis, c'est pas pour rien que d'ailleurs on l'appelle la banque verte, parce que c'est une banque qui est très proche aussi des considérations agricoles. Voilà, donc les green bonds sont devenus assez incontournables. Je pense que c'est clairement un signe de la dynamique de ce marché, hein, du financement durable et responsable. Alors, sur ce slide, on voit qu'effectivement, pour les acteurs financiers, il y a un petit peu quelque chose de difficile à concilier, c'est-à-dire du rendement, des performances financières de qualité et en même temps donner du sens aux investissements. Et ça, c'est de plus en plus important, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas uniquement dans les investissements qu'on propose, c'est même dans nos métiers, d'essayer de donner du sens. Quand on va financer telle ou telle activité, une ferme d'aquaculture, c'est vraiment important. Et on le voit d'autant plus avec les jeunes générations. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, on sent qu'ils ont besoin de savoir pourquoi ils vont investir, dans quel domaine, pour quelle raison. Ils ne demandent pas quelle est la performance, le niveau de rentabilité de l'investissement. C'est pas ce qu'ils demandent en premier. On parle de la génération Y. D'ailleurs, en anglais, on dit why, ce qui veut tout dire. Pourquoi j'investis Donc, c'est important et donner du sens. Ça peut se faire de deux manières. D'une part, respecter des valeurs.
Et là, on va penser notamment aux politiques d'exclusion. On va pas financer, par exemple, les entreprises d'armement, dans le charbon. Voilà, on peut donner un certain nombre d'exemples qui sont assez frappants. Et en même temps, on va essayer d'avoir de l'impact lorsqu'on investit en ISR, de l'impact pour changer le mode de fonctionnement des entreprises. Soit dans ce qu'on appelle une politique d'engagement, c'est-à-dire qu'on va, en tant qu'actionnaire, participer à une assemblée générale et dire, par exemple, à l'assemblée générale de Danone, mais là, je suis pas d'accord, vous dites que vous êtes vert, mais là, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait d'accord, vous pourriez modifier votre comportement. Donc, essayer d'améliorer le comportement de l'entreprise. Ensuite, bien sûr, il y a la thématique de croissance durable. Ça, c'est important, hein, parce qu'on voit de quoi on parle, hein, pour essayer de préserver la planète. Donc là, on va parler d'investir dans des secteurs qui ont complètement modifié leur mode de fonctionnement, l'automobile, l'énergie. Là, on est en plein dedans en ce moment. Il y a des changements qui sont aussi géopolitiques, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et enfin, intégrer des risques, hein, des risques opérationnels, des risques de pollution, mais aussi des risques de réputation. Donc, on voit qu'il y a énormément de leviers, hein, dans le domaine de la finance durable. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à concilier performance et l'impact que l'on donne dans les investissements. Et là, vous le voyez sur le petit graphique, les entreprises qui s'engagent le plus dans l'éthique, dans cette logique de développement durable, on s'aperçoit avec le temps qu'elles ont des performances supérieures aux autres entreprises du même secteur. D'une part, parce que plus d'investisseurs investissent dans ces entreprises, et d'autre part, parce que c'est un cercle vertueux, et ça, c'est intéressant d'arriver à concilier les deux, même si pendant longtemps, les investisseurs avaient tendance à penser que c'était plus cher d'acheter des entreprises qui sont dans le développement durable. C'est pas le cas du tout, et même s'il y a une période assez lointaine, 10-15 ans, où ce secteur a souffert pour différentes raisons en termes de performance, depuis ces dernières années, on a bien évolué. Alors, je vous propose maintenant, on a vu l'essor formidable, hein, j'ai passé quelques minutes, que l'on passe un peu sur les limites, les difficultés rencontrées par cette nouvelle industrie. Il y en a pour moi 3. La première limite, c'est que il y a une complexité, une diversité de labels ISR, les labels nationaux, européens. C'est très compliqué de s'y retrouver. Il y a un foisonnement de types de gestion, de tendances, de types de pratiques d'ISR. Est-ce que l'on fait du best in class? Est-ce qu'on fait de l'impact, de la notation par des critères ESG, voilà, de l'exclusion? Et là, il y a plein de styles qui font que souvent les investisseurs sont un peu confus. Ils aiment bien qu'il y ait des normes qui permettent d'y voir un peu plus clair. Bon, c'est pas, à mon avis, la plus grosse des limites. La plus grosse des limites, c'est celle que l'on connaît depuis 2-3 ans. C'est les accusations de greenwashing. Je traduirais par éco-blanchiment. Pourquoi? Il y a eu quelques scandales. Je prendrai l'exemple de Tariq Fancy, qui était le directeur de l'investissement durable chez BlackRock. BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde, qui a claqué la porte, je crois que c'était en 2019, en disant mais c'est n'importe quoi, c'est du marketing, ce qui est fait n'est pas sérieux, les taux de détection de carbone qu'ils mettent dans les fonds sont pas bons. Il parlait même de fake news. Donc ça a fait beaucoup de mal à BlackRock et surtout éveiller la suspicion chez les investisseurs. Un peu plus près de nous, je crois que c'était l'année dernière, la chaire scientifique de l'EDEC, hein, Scientific Beta, l'EDEC Business School, a publié une étude sur les fonds d'investissement dits climatiques, ou les ETF dits climatiques, en montrant que seulement 12% des critères de choix des entreprises s'appuyaient sur des données climatiques. C'est sûr que ça laisse à penser que voilà, il y a beaucoup de marketing. Donc, on voit qu'il y a quand même ce risque-là, ce qui fait que beaucoup d'acteurs financiers eux-mêmes ont réclamé plus de réglementation, de régulation face à ce risque de perte de crédibilité. Et Bruxelles s'en est emparé, évidemment, vous l'avez vu l'année dernière, en mars 2021, avec la mise en place des normes SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, avec 3 niveaux croissants d'importance de l'ISR dans les actifs gérés. Le niveau 6, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de prise en compte de l'ISR, et 8 et 9 qui en tiennent beaucoup plus compte. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt le 9 qu'il faut retenir, parce que dans le 8, tout le monde s'engouffre dans le 8, évidemment, et on est un peu à la limite du greenwashing. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des normes fixes, reconnues par tous les investisseurs. Donc ça, c'est une première chose positive. Et l'autre chose, c'est la réaction de l'industrie elle-même, qui a commencé à développer des fonds thématiques, des fonds d'impact. Et les fonds thématiques ont eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que là, on investit dans des entreprises qui ont concrètement une action sur une thématique forte. Je pense thématique de l'eau, préservation de l'eau, avec un fonds emblématique qui est le Pictet Water, qui a maintenant plusieurs milliards d'actifs sous gestion.
Et on voit quand on rentre dans le détail des rapports d'impact que voilà, on est loin du greenwashing. Donc ça, c'est intéressant, c'est une bonne façon de réagir. Et je pense qu'on va pouvoir passer au slide suivant. Dernière limite que l'on connaît, c'est le rôle des États et des acteurs financiers. Pourquoi? Parce que les États se sont beaucoup appuyés sur la finance durable, donc sur les acteurs financiers, et ont peut-être même tendance à essayer de reporter leurs décisions sur les acteurs financiers. Résultat des courses, c'est vrai que le développement phénoménal de la finance durable a tendance à laisser les États constater et ne pas prendre de décisions forcément courageuses. Je vais vous donner un exemple, celui des centrales à charbon. Très intéressant, parce que la plupart des banques françaises, voire européennes, sont sorties du financement des centrales à charbon, ou se sont engagées à en sortir. Mais évidemment, elles l'ont fait à bon compte au profit d'autres acteurs financiers qui, eux, ne sont pas régulés, qui, eux, font partie parfois de ce qu'on appelle la shadow finance et qui vont refinancer plus cher aussi, voire racheter les centrales à charbon à bon compte. En fait, la seule solution, c'est l'État qui pourrait intervenir. Comment? En interdisant les centrales à charbon et en les fermant, et avec un coût politique et social qui est trop important. Donc voilà, là il y a un enjeu, on en reparlera peut-être en conclusion, mais on voit on va revenir sur la slide, voilà, que c'est assez primordial. Alors maintenant je vais parler un peu plus du local, là j'ai fait une petite introduction pour vous dresser le contexte, le panorama. Localement, je vais vous donner l'exemple d'un acteur financier, c'est FM Indosuez, la façon dont il a décidé de déployer depuis plusieurs années ces thématiques de finance durable, qui est très importante à Monaco, selon 3 axes. Premièrement, pédagogie, communication. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et on va voir qu'on a d'autres moyens de communiquer. On fait souvent des déjeuners, conférences avec certains de nos clients en invitant sur les thématiques de finance durable et en invitant des experts de ce domaine. On a développé la notation ESG, je vais en parler plus en détail. Une thématique forte qui est la Blue Finance, la Blue Economy. On comprend évidemment pourquoi sur Monaco, mais je vous expliquerai après pourquoi on a décidé d'investir énormément. Et puis enfin, des actions concrètes, solidaires, avec une action innovante qu'on a annoncée l'année dernière qui s'appelle Océano. Donc commençons par la partie pédagogie communication sur le slide suivant. L'idée c'est de pouvoir trouver un moyen de parler avec nos clients, de les former, et quel est le meilleur moyen, si ce n'est de donner une note à leur portefeuille. Une note à tous les sous-jacents des portefeuilles, les actions, les obligations, les fonds, et une note globale. Alors, évidemment, la constitution de la note passe par un process assez complexe qu'on n'a pas mis en place seul. On s'est appuyé sur notre partenaire Amundi, qui est la plus grande société de gestion en Europe. Et on a un process en 3 étapes. D'abord, quantitativement, on va retenir dans les 3 catégories E, S et G 38 critères qui vont nous servir à définir une matrice avec des probabilités d'événements. Quelle est la probabilité qu'un chalutier, par exemple, fasse défaut et déverse de la pollution? Quelle est la probabilité de perte d'image? Quel est le critère qui sera le plus approprié pour le secteur automobile? Est-ce que c'est l'environnement ou la gouvernance? Évidemment, c'est l'environnement. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on travaille avec des partenaires que vous connaissez certainement, Sustainalytics, Vigeo, Novetic, MSCI, qui vont nous fournir, nous alimenter tous les jours des milliers de data dans cette matrice qu'on va faire tourner la nuit et qui vont nous permettre d'avoir des informations sur l'ensemble des émetteurs, des entreprises, actions, obligations, qui vont être notées. Donc ça, c'est la deuxième partie quantitative. Et enfin, une couche qualitative, on s'appuie sur une équipe de 30 analystes d'Amundi, des analystes ESG, qui vont étudier, après le quantitatif, qui vont étudier chacune des sociétés, parfois aller rencontrer les dirigeants, aller visiter les usines, savoir est-ce que vous avez un correspondant ESG, oui, non, et puis pour avoir essayer de voir s'il y a un risque de controverse, par exemple, parce qu'on ne le voit pas forcément. Regardez ce qui s'est passé avec Orpea. Donc, vous pouvez imaginer la note qu'on a donnée à Orpea récemment, c'est 0. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, étape d'après sur notre méthode, voilà, vous retrouvez donc les 38 critères que l'on a. Certains critères sont génériques, c'est-à-dire que ça s'applique à toutes les entreprises. Je prends un exemple. Par exemple, tout ce qui est biodiversité et pollution, ça concerne l'ensemble des entreprises. D'autres sont plus spécifiques. Si on parle de recyclage du papier, Green Car, ça concerne que l'entreprise. Vous voyez, la Green Car est devenue carrément un critère de notation pour les entreprises automobiles. C'est-à-dire que c'est devenu tellement incontournable. Et enfin, dernier slide, on voit le résultat de ce process. Alors oui, excusez-moi, il y en avait un auparavant. On peut passer au dernier, sinon ça va être trop long. C'est que on va adopter cette méthodologie best in class,
c'est-à-dire qu'on va prendre la meilleure société dans un secteur donné, sur tous les secteurs qu'on étudie, affecter ces pondérations, tous ces critères, et ça nous donne un score de 0 à 100. Et c'est pas forcément toujours facile à expliquer parce que autant la partie environnement, social, on le voit bien, la partie gouvernance, c'est plus compliqué. Par exemple, Danone, qui était très bien noté en E et S, curieusement, était moins bien donné en gouvernance. On a vu ce qui s'est passé, malheureusement, avec son PDG. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc ça, c'est assez important. Et on voit que ça entraîne un dialogue maintenant avec nos clients. Et l'idée, c'est bien sûr de faire évoluer le contenu de leur portefeuille pour qu'il soit plus green, plus blue. Et blue, justement, c'est le thème du slide d'après. Pourquoi nous avons choisi de travailler beaucoup sur cette thématique de la blue economy? La mer, c'est un sujet incontournable, hein, c'est une ressource essentielle, universelle, mais en plus, avec un rôle crucial dans les changements climatiques, et peut-être dans des solutions qu'on pourra apporter, notamment avec l'absorption de carbone via les récifs de corail. Et puis surtout, c'est aussi un secteur économique qui a été longtemps sous-investi et qui, selon l'OCDE, va se développer beaucoup plus rapidement que l'ensemble des autres secteurs dans les années qui viennent. Je considère que ça devrait progresser de plus de 50% par an dans les 10-20 ans qui viennent par rapport au secteur traditionnel. Et paradoxalement, le sujet de la mer, donc si on parle des 17 objectifs de développement durable, je ne sais jamais si c'est 17 ou 18, mais bon, enfin en tout cas je crois qu'il y en a 17, des Nations Unies, hein, les fameux ODD, il y en a un seul qui est consacré à la mer, c'est le 14, la vie aquatique, et finalement il attire peu d'intérêt de la part des investisseurs historiquement. Par exemple, la thématique de la mer, ça représente à peu près 3% des capitaux mondiaux investis. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire, surtout à Monaco, c'est une thématique qui est chère à la principauté et aux souverains, et nous avons notamment passé signé un partenariat avec l'Institut océanographique, et communiquons beaucoup, tous les deux, via différentes conférences, sur ce que l'on peut faire. Et on s'est demandé l'année dernière, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'innovant et d'original, qui en même temps nous permettent à nos clients d'être acteurs du changement, sans leur faire prendre trop de risques financiers, bien sûr. Et c'est un produit que nous avons lancé, que je vous propose de voir sur le slide suivant. Je suis désolé, j'ai pas le bras assez long. Et en fait, c'est une solution, c'est un placement privé qu'on a lancé, qu'on a intitulé Océano, et qui est destiné à soutenir l'Institut océanographique via un format assez original, puisqu'il s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est qu'on l'a fait dans le cadre du programme justement de Green Bond, c'est une green note de CACIB, donc de Crédit Agricole CIB, donc c'est-à-dire que les fonds qui ont été levés, on parle d'environ 25-30 millions d'euros de mémoire, vont servir à financer des projets, des activités liées à la transition énergétique. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Deuxième pilier, c'est que les sous-jacents qui font partie de ce placement privé, sur lesquels le panier de sociétés, ce sont que des sociétés qui sont engagées à respecter les accords de Paris sur le climat de 2015. Et enfin, troisième pilier, c'est la dimension solidaire. Chaque investisseur, donc nous avons environ 80 clients qui ont souscrit à cette émission, accompagnés par le CFM1 de Suez et la banque émettrice, la banque arrangeur Crédit Agricole CIB, finance via une donation la possibilité de financer les recherches de l'Institut océanographique, notamment sur les pôles. Et ça représente une somme importante parce que c'est pas loin d'1% du montant total qui a été ainsi financé. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on l'a fait en période post-Covid ou Covid, on ne sait plus trop parce qu'on est toujours dans le Covid, j'ai l'impression, mais où l'Institut océanographique n'a pas pu ouvrir ses portes et a perdu beaucoup de recettes qui lui servaient à financer notamment son activité de pédagogie, de sensibilisation et de recherche. Donc voilà, je vais vous proposer de faire un zoom sur chacun des piliers. Donc le premier pilier, je trouve que rien ne vaut un gros projet concret avec une belle image. C'est une ferme éolienne sur le site de Fécamp qui fait partie du portefeuille vert de Crédit Agricole CIB, il y a ces green bonds, il n'y a pas que celui-là, mais c'en est un en lien avec la Blue Economy. Donc c'est un projet qui va voir le jour l'année prochaine. Pour ceux qui connaissent un peu la Normandie, c'est au large de Fécamp, 71 éoliennes qui sont entre 12 et 20 km au large du littoral et qui vont pouvoir fournir l'équivalent d'énergie pour 770 000 habitants, donc une partie importante de la région normande. Ce site est très intéressant parce qu'il présente de nombreux avantages pour l'implantation d'un parc éolien, parce que c'est quand même beaucoup, 71 éoliennes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez significatif. Donc ça, c'est concret.
Ça sert à financer ça. Deuxième pilier, ce sont les paniers d'entreprises sur lesquels on investit et qui respectent les accords de Paris. Vous connaissez à peu près les accords de Paris, hein, limiter le réchauffement global à 2 degrés, viser le net zéro carbone d'ici 2050 et surtout aligner les flux financiers avec l'ensemble des projets de développement durable que l'on a, que ce soit aussi pour le logement, limiter les pertes d'énergie thermique. Voilà pour le deuxième pilier. Et le dernier pilier, et j'en finirai avec ce pilier-là, c'est cette donation qu'on a fait à l'Institut océanographique pour la recherche sur les pôles. Et je vous invite, à partir du 4 juin, à aller à l'exposition qui aura lieu justement Mission polaire au musée océanographique, qui vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce projet. Pour 2022, on réfléchit à un autre projet du même type, toujours avec le même partenaire, mais on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. Notamment, on s'aperçoit que quand on investit sur les entreprises, même si elles s'engagent à limiter, à respecter les accords de Paris, quand on achète une action, on souscrit une obligation, on génère du carbone mécaniquement. À partir du moment où vous financez, ça va contribuer à l'activité. Donc, on a décidé dans la prochaine émission que l'on va faire de faire une émission neutre en carbone, c'est-à-dire qui va compenser le financement que l'on va faire. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est important de communiquer sur ce thème du carbone, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Le prix de la tonne de carbone est en train de s'envoler, et je pense que ça sera aussi à vertu pédagogique pour notre prochaine émission sur Océano 2. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre écoute. Et je répondrai pas aux questions peut-être à la fin de toutes les interventions. Et donc, je vais laisser la parole à Frédéric. Donc, Frédéric Dalmacy, directeur général Agricorp, SAM, exemple pratique d'une entreprise monégasque dans une finance durable. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et merci beaucoup à Patricia et MWF pour l'invitation. On est ravis de pouvoir participer à cet événement et au nom d'Agricorp de pouvoir présenter un exemple pratique d'émission à succès d'un green bond par une société monégasque avec l'utilisation des proceeds principalement sur l'Afrique, sur des sujets agricoles et sur des sujets socio-économiques. Pas sur des ours En Afrique, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas trouvé. Ceci dit, on a des gros sujets de biodiversité, mais pas du tout. Donc l'idée, c'est de pouvoir rentrer dans des exemples pratiques. La présentation précédente a permis de bien présenter en détail tous les tenants et les aboutissants techniques et tous les aspects vraiment spécifiques en détail sur ces émissions. L'idée, ça va être de vous présenter comment nous l'avons fait, avec vraiment un exemple pratique sur le terrain, mais également revenir sur tout le processus interne de décision qui nous a amené à se positionner sur des instruments de finance durable et également sur le choix d'un Sustainability Bond. Donc voilà les trois sociétés dont nous allons principalement parler aujourd'hui. Je suis effectivement le directeur général d'Agricorp, qui est la filiale agribusiness du groupe Monaco Resources Group. Et le périmètre principal de l'émission de notre dernier Green Bond était sur l'océan Indien et plus particulièrement sur Madagascar, avec également d'autres projets sur les zones opérationnelles d'Agricorp qui sont en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et également l'océan Indien. Voilà, donc en guise d'introduction, sur le slide prochain. Encore. Voilà, donc très brièvement, avant de rentrer dans les détails, une brève introduction sur Agri-Resources Group et Agricorp. Donc Agricorp est la société à Monaco et la holding de Monaco Resources Group pour l'agribusiness. Et notre filiale opérationnelle Agri-Resources Group regroupe 3 divisions qui sont toutes positionnées sur
des chaînes de valeur agroalimentaires, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la transformation, de la distribution et du marketing, avec des zones géographiques principalement ciblées sur la production en Afrique et sur la transformation en Afrique de l'Est. Nous avons comme périmètre décidé de d'abord sélectionner des projets sur la partie africaine. Et en fait, nous allons voir dans les slides prochains quel a été les critères en fait pour cette sélection. Voilà. Donc là, je pense qu'il est important de revenir sur nos motivations. Je pense que la principale motivation ou plutôt le principal atout pour se lancer dans le lancement d'une émission obligataire en tant que société privée, que ce soit à Monaco ou ailleurs, c'est énormément de résilience, beaucoup d'investissements personnels et beaucoup d'engagement. Donc, les trois piliers sur lesquels nous avons pu nous appuyer par ordre, on va dire, d'importance, c'est déjà un track record significatif. Il était pour nous plus facile de se lancer sur des activités de financement durable qui pourraient s'appuyer sur des activités existantes, sur des activités reconnues avec des clients de classe mondiale qui sont eux-mêmes très férus et on va dire très mobilisés sur des sujets de durabilité. Nous avons également d'ores et déjà la possibilité de travailler avec des partenaires, notamment des banques de développement internationales, qui nous ont permis de renforcer certains aspects de notre organisation, de nos opérations. Et c'était vraiment ce premier pilier, cette reconnaissance de la part de ces banques de développement, de la part de ces clients, aussi de la part de certification dans le cadre d'audit, dans le cadre clairement de reconnaissance d'organismes internationaux, nous ont poussé à aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut également un cadre, et ce cadre, il nous a été donné aux équipes et à moi-même par le groupe dans lequel on évolue, qui est un groupe international, qui est un groupe qui est présent sur plusieurs pays, et notamment sur des pays où la composante ESG est primordiale pour pouvoir mener à bien les opérations, quel que soit le secteur. Et pourquoi il faut avoir le soutien de son actionnaire, de son CA, parce que, comme je l'ai dit en introduction, c'est beaucoup de temps. Et mobiliser du temps, mobiliser des équipes, ça nécessite bien évidemment un accord cadre avec son CA. Enfin, le dernier pilier qui est pour moi important, c'est vraiment dans l'organisation le capital humain et avoir des équipes qui sont sensibilisées à vraiment pouvoir mettre en avant toutes ces activités, pouvoir également participer à toutes les activités de reporting, toutes les activités de mise à disposition des informations, que ce soit pour les investisseurs, les auditeurs, les agences de rating, sans les équipes qui sont mobilisées et qui sont aussi, on va dire, sensibilisées à la cause. C'est simplement impossible et juste impensable de mener à bien une émission obligataire, quelle qu'en soit sa taille. Donc, j'en profite pour glisser un petit mot aux équipes pour les remercier pour leur investissement sans faille et pour avoir contribué à ce succès sur les trois dernières années. Et oui, c'est bien 3 ans qu'il nous a fallu pour pouvoir mener à bien ce projet, 3 ans intenses, sur lesquels on a pu s'appuyer sur la démarche suivante, où nous avons sélectionné des projets sur lesquels nous pourrions avoir une approche différenciante, on pourrait faire la différence, mais on serait également capable de mesurer notre impact. Ça a été bien mentionné sur la présentation précédente. C'est vraiment primordial. Il y a forcément beaucoup de projets qu'on veut faire, il y a beaucoup de projets qu'on veut mener à bien, mais ce ne sont pas tous les projets qu'on est capable de pouvoir mesurer avec un impact d'une transparence totale pour les investisseurs. En parlant de transparence, j'ai beaucoup entendu le mot greenwashing sur la présentation précédente, et je trouve que c'est assez bien de le marteler. Nous, notre combat pour éviter d'être confronté à ces griefs, c'était transparence totale. Donc, dans le cadre de nos activités opérationnelles, on a une politique un peu sur le terrain où
tous nos champs sont ouverts pour les partenaires, pour les agriculteurs qui sont à côté, pour voir quelles sont les bonnes pratiques, et aussi pour que nous, on puisse apprendre les bonnes pratiques, parfois ancestrales sur certaines chaînes de valeur. C'est exactement la même chose avec nos clients, c'est exactement la même chose avec nos agences Lorsque nous avons décidé de lancer ce bond, nous avons sollicité une agence qui a été mentionnée aussi dans la présentation précédente, qui est Vigeo Eiris du groupe Moody's, qui a audité l'ensemble des projets, ce qu'on appelle le Sustainable Financing Framework, c'est-à-dire l'ensemble de nos engagements à mener ces projets, les catégories qu'on a également sélectionnées, comment on allait le faire et notre capacité en tant qu'entreprise à pouvoir le mener à bien. Alors c'est pas un petit audit, c'est vraiment un audit approfondi et qui a nécessité aussi beaucoup d'investissements de nos employés, mais aussi de nos partenaires. Donc nos partenaires ont également contribué très fortement à pouvoir, on va dire, sélectionner les projets. On verra plus tard qu'il y a des critères qui nous ont permis de sélectionner des projets, et pour nous, un des critères principaux, est notre capacité à avoir un impact et d'impliquer les communautés. Hors de question pour nous, et donc pour les équipes, de se positionner sur des projets, quand bien même ils pourraient être extrêmement sexy, mais qui n'auraient que peu d'impact et peu de retombées pour nos voisins. Voilà. Et enfin, j'étais tellement content de ce positive track record avec les autres collaborateurs, les autres leaders, les autres sociétés, qu'on l'a mis 2 fois dans le slide. Voilà, donc c'est un point important. Un point aussi qui a donné lieu donc sur le slide précédent, c'est-à-dire pourquoi nous avons sélectionné un Sustainability Bond. On l'a vu et on le sait, il y a plusieurs instruments de finance durable qui sont disponibles pour les entreprises privées. Alors pourquoi nous sommes partis sur un Sustainability Bond? C'est très simple. En fait, nous avons une approche par projet. Nous avons sélectionné et identifié les projets qui seraient susceptibles de correspondre aux besoins de financement durable, c'est-à-dire avec un focus non négligeable sur la durabilité des opérations qu'on met en place, avec un accent également non négligeable sur l'approche sociale, sur l'approche environnementale. Il y a eu une liste de critères. On s'est aussi fait accompagner par une société de conseil dans l'impact et dans le climate qui s'appelle Claire Mondial du côté de Zurich, qui nous a également aidé à catégoriser ces différents projets et à les associer aux catégories dans le cadre des Green Bond Principles. Nous avions des projets autour de tout ce qui était purement environnementaux, donc pour nous, Sustainable Agriculture, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est reforestation, et également sur la partie plus sociale, c'est-à-dire des projets où nous nous engageons à travailler et investir dans des unités de transformation, de conditionnement à la source, qui vont avoir pour impact principal la création d'emplois, mais également renforcer le partage de la valeur qui est créée au niveau des communautés locales. Alors c'est très simple, quand vous voulez travailler sur du social et sur de l'environnemental, vous travaillez sur le sustainability, sur une approche sustainability qui regroupe les deux, avec également des principes consacrés et qu'on peut parcourir sur le site de l'ICMA. On avait la possibilité de travailler sur Sustainability Linked Finance ou sur un Sustainability Bond. On a préféré Sustainability Bond déjà parce que c'est plus facile à dire, mais surtout parce que nous avions dans le groupe une certaine expérience et expertise sur des émissions obligataires, plutôt sur des corporate bonds. Et bien évidemment, le succès du lancement d'un bond, même un Sustainability Bond, est aussi sur la réception au niveau des investisseurs. Donc autant se positionner sur un type d'instrument qui est déjà connu et pour lequel il y a déjà eu un track record positif avec les investisseurs, que ce soit au niveau de l'émission ou du paiement des différents intérêts. Juste pour conclure très rapidement sur, en gros, l'approche que nous avons eue d'un point de vue méthodologique pour ensuite arriver sur des éléments plus concrets. Comme je l'ai expliqué, il y a une sélection de projets avec une sélection sur la base de critères qu'on va voir un petit peu plus tard,
mais clairement avec des engagements très forts de notre côté et revus aussi par l'auditeur externe quant au tracking de ces informations. Et ça, c'est un point, je pense, qu'il faut peut-être présenter avec un petit peu plus d'insistance. Tous les projets sur lesquels nous travaillons doivent pouvoir participer ou plutôt doivent contribuer à l'effort de reporting et de transparence sur lequel on s'est déjà engagé. Ce qui fait que nous avons éliminé de facto certains projets sur lesquels on n'était pas capable d'avoir la bonne approche et la bonne mesure. À l'inverse, on a pu intégrer beaucoup plus de projets sur lesquels on est sur le terrain avec des équipes suffisamment denses et conséquentes pour pouvoir reporter avec le bon niveau de granularité qui est attendu par les Sustainable Investors et les Impact Investors, notamment pour tout ce qui est agroforesterie. Le process pour l'évaluation des projets est aussi, fait aussi partie de ce qu'on appelle notre framework. Donc on est également transparent sur la sélection de ces projets. Le management des proceeds et le reporting sur l'utilisation des fonds, c'est important de le préciser, ce sont des engagements qu'il faut prendre avant de se lancer dans une émission obligataire, puisque c'est aussi sur cette transparence totale sur l'utilisation des fonds que les investisseurs vont être enclins à participer financièrement à vos projets. Voilà. Donc, très rapidement sur celui-là, parce que je pense qu'il a déjà été bien présenté précédemment, les avantages que nous avons vus sont sur une opportunité pour nous de diversifier. Nous sommes présents sur plusieurs chaînes de valeur avec une expertise un petit peu plus poussée sur la vanille et les épices. La possibilité d'avoir accès à du financement un peu plus durable permet véritablement de valoriser d'autres types de cultures qui sont disponibles notamment à Madagascar où nous opérons et pour lesquelles on a un petit peu plus de temps pour développer, mais également fédérer les communautés, les groupements de planteurs avec nous pour pouvoir les convaincre sur le temps de l'intérêt de la diversification de leurs sources de revenus. La forte demande des investisseurs, je pense qu'elle a déjà été publiée. Au niveau de la réputation et de, on va dire, cette confirmation de nos engagements, c'est également un point important de pouvoir communiquer publiquement sur ce que l'on fait déjà et pas seulement sur ce que l'on va faire. Et enfin, et je pense que c'est important de le préciser, la finance durable permet surtout d'avoir accès à du financement qui est sur des critères beaucoup plus adaptés pour faire les choses bien, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, et pour valoriser tout ce qui permet à des entreprises, que ce soit des grosses ou des petites, au niveau de la gouvernance. Et c'est aussi un des éléments qui nous a poussé sur le choix d'un sustainability bond. Donc, dans la pratique, sur les use of proceeds, comme je l'ai dit, on a deux catégories. Donc, la première, c'est tout ce qui est aménagement des sols et préparation de nos terrains d'une manière, on va dire, durable, avec également la prise en considération de toute la biodiversité qui est présente sur les zones opérationnelles sur lesquelles on est présent. La deuxième, c'est vraiment tout ce qui concerne socio-economic advancement and empowerment. Je pense quand on est sur le terrain, on voit vraiment des possibilités d'investir sur des chaînons clés, des chaînes de valeur, de tout ce qui est notamment autour de la transformation. Et pour le faire, il faut pouvoir avoir accès à du financement qui est adapté. Il faut être capable, notamment pour prendre un exemple, de pouvoir accompagner des filières sur du long terme et pas forcément partir lorsque le résultat de la première saison n'est pas satisfaisant. Il faut pouvoir encourager, il faut pouvoir accompagner, il faut pouvoir former, et donc ça nécessite, vous l'avez compris, du financement. Au niveau des critères d'exclusion, je vais aller directement sur cela. Ça a été l'objet de vraiment beaucoup de discussions. Donc là, c'est très succinct, mais ça a fait l'objet de beaucoup de discussions entre nous, également avec le groupe. Quels sont les projets qu'on va pouvoir considérer aujourd'hui, mais aussi dans le futur, parce que quand on a un framework, c'est pas simplement pour le green financing, pour un seul instrument, mais c'est vraiment dans le futur. Donc, comme je l'ai dit, bon, classique, tout ce qui est des activités liées à la controverse, donc il y a toute une liste qui est régulièrement mise à jour. Bien évidemment, on ne finance pas. On a également validé le fait qu'on ne travaillerait pas sur du greenfield. Vous avez beaucoup en Afrique
d'accès à des investisseurs qui ont envie aujourd'hui de travailler avec vous sur des nouveaux projets. Pour nous, on n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir accompagner des projets Greenfield. En revanche, on ne s'interdit pas de travailler sur des brownfield dans la mesure où on peut faire... Pardon, Frédéric, juste expliquer ce que c'est le Greenfield. Ah, c'est quand on commence de zéro, d'une page blanche. Désolé, je reste sur le thème des couleurs, mais en fait, voilà, le projet Greenfield, c'est quand on travaille sur un projet où il y a tout à faire, la première pierre est à construire pour une unité de transformation, et c'est quelque chose qui est parfois tentant parce que vous êtes sur des sujets qui sont vraiment intéressants. On a notamment des gens chez nous qui sont très férus de plantes aromatiques, huiles essentielles et parfums, mais quand vous commencez de zéro, c'est très compliqué, donc il faut savoir commencer avec déjà quelque chose qui est existant pour pouvoir l'amener sur les bases qui les rendent éligibles à du financement durable et qui permet de participer à un effort commun. Voilà. Donc le brownfield, c'est un petit peu moins green, c'est déjà un petit peu en place. On n'est pas sur des projets qui ne sont pas significatifs. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on doit pouvoir être capable de reporter. Donc je vais vous donner un exemple très concret. Nous sommes présents à Madagascar, vous allez voir des photos, au milieu vraiment d'une zone extrêmement reculée. Ce qui fait que, de facto, nous travaillons déjà sur des activités énergie solaire pour tout électrifier. C'est quelque chose que l'on fait déjà. On a souhaité pouvoir se positionner sur davantage avec une surface un peu plus importante et participer donc à l'effort de ce qu'on appelle green infrastructure. N'étant pas experts et ne pouvant pas débloquer des expertises pour mesurer cet impact et finalement l'impact sur les émissions, on l'a éliminé. Si les communautés locales ne voient pas la valeur dans ce projet, si les communautés locales ne sont pas engagées dans le projet, nous ne sélectionnons pas un projet. Alors la question sous-jacente peut être comment valider que les communautés locales sont enclines à participer à un projet. Tout simplement avec des réunions, avec des comités, avec également un vrai setup pour s'assurer qu'il y a un accord, ce qu'on appelle un consentement, et on va jusqu'à s'assurer que tout le monde comprend, pas simplement une personne qui va traduire derrière, mais que tout le monde peut comprendre ce qui est présenté. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, surtout quand vous travaillez sur des surfaces agricoles assez significatives. Donc on a parlé brièvement des ODD, effectivement il y en a un certain nombre. Voilà les ODD que nous avons choisis aujourd'hui sur lesquels d'avoir un impact. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas les autres, simplement on considère qu'on peut avoir un impact plus significatif et finalement être un peu plus inspirant sur cela. Voilà. Donc voilà pour la partie environmentally sustainable management. Donc pour être très rapide, on se positionne surtout sur Madagascar avec vraiment la valorisation des zones agricoles sur lesquelles on travaille. Et la valorisation passe principalement par les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques sont très souvent validées par des certifications. C'est quelque chose que l'on fait pour nos terrains, mais c'est aussi quelque chose que l'on fait pour les communautés, les groupements de planteurs, pour leur permettre à eux de valider ce qu'ils font parfois de très bien et de renforcer ce qu'ils pourraient faire un petit peu mieux pour permettre, encore une fois, de valoriser au mieux leurs produits, le produit parfois de certaines zones un peu reculées, pour qu'il ait une meilleure valeur sur les marchés. Vous avez également la notion, je prends par exemple la traçabilité, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Mettre en place des systèmes de traçabilité sur le sourcing de vanille, ça nécessite des engagements très forts, ça nécessite beaucoup de ressources, ça nécessite aussi des voyages un peu loin, un peu compliqués, mais c'est ce qui permet véritablement de fournir aux consommateurs finaux et donc aussi aux acheteurs la garantie d'une qualité des produits qui sont donnés, et c'est cette qualité qui est le meilleur garant de la création et du bon partage de valeur avec les communautés. C'est malheureusement pas grand-chose d'autre. Pour pouvoir mettre ça en place, on travaille
notamment avec une fondation qui s'appelle Inside Madagascar, qui a été d'abord créée à Madagascar pour répondre aux problèmes des communautés, notamment dans le cadre de désastres, et qui depuis 2019 a un bureau du côté de Monaco et qui nous permet de bénéficier des conseils fortement avisés de la direction de la coopération internationale. Enfin, sur ce sujet, il y a tout ce qui est agroforesterie et tout ce qui est biodiversité, et je pense qu'il sera encore plus parlant de le présenter avec les photos qui suivent. Voilà. Donc là, vous avez un exemple d'un terrain qui est le terrain de 5 frères. Alors il faut imaginer que bien évidemment il y avait déjà cette zone qui était présente avant. Par contre, l'organisation de la vanilleraie, l'organisation clairement des zones, là on le voit pas, mais il y a d'autres activités, d'autres cultures, a été réalisée avec toute l'équipe agronomique de AgriResources Madagascar. On relaie avec également des équipes locales qui sont formées et qui eux-mêmes derrière vont continuer à suivre. Et c'est cette organisation qui permet d'asseoir la mise en place de certifications. Donc tout ce que vous voyez ici a été certifié agriculture biologique. Là, vous voyez par exemple le Ghana, on est toujours sur une optique de certification, et là vous êtes vraiment sur une partie test, c'est important de le mentionner. Si je ne le faisais pas, je me ferais taper sur les doigts, mais il est impossible et inconcevable, encore une fois, de pouvoir se positionner sur de l'agriculture à grande échelle sans investir sur des tests. La réponse environnementale, mais aussi comment on va pouvoir sécuriser du sourcing additionnel, et ça nécessite du temps. D'où, encore une fois, l'approche finance durable. Donc, on est toujours sur la possibilité d'agrandir grâce au use of proceeds et au soutien des investisseurs les zones sur lesquelles on opère. Alors c'est très simple, à partir du moment où vous faites les choses bien sur un périmètre reculé, vous avez davantage accès à la possibilité de collaborer avec les populations, avec d'autres partenaires, parce que vous avez tout simplement fait vos preuves. Donc voilà un des sujets liés à l'utilisation du Green Bond. En ce qui concerne la collaboration avec les coopératives, avec les groupements de planteurs, parce que parfois le terme de coopérative n'est pas apprécié dans tous les pays, c'est très simple. Toute chaîne de valeur sur lesquelles nous travaillons est également accompagnée de sourcing additionnel avec ce qu'on appelle des outgrowers. Ça veut dire des agriculteurs qui sont nos voisins avec lesquels on va travailler pour pouvoir les connecter sur des circuits d'approvisionnement vers nos clients aux États-Unis, en Europe, et sur lesquels on va se positionner pour amener les bonnes pratiques en ce qui concerne également encore une fois les certifications. Donc là par exemple, l'image que vous voyez, c'est l'image d'un de nos collaborateurs qui est également chez Inside. Non, pardon, ça c'est plutôt Inside Madagascar. J'avais pas vu le logo. Donc il n'est pas avec un monsieur du FBI, c'est simplement une casquette. Et c'est un des agriculteurs de un groupement de planteurs avec lequel on travaille qui s'appelle Labvam. Voilà. Donc voilà. Donc là on est sur un autre exemple de valorisation de l'espace sur lequel on est présent, notamment du côté de Madagascar, où un des sujets sur lesquels que nous avons soumis dans le cadre du Green Bond, et le développement d'une distillerie, donc qui a déjà vu le jour, mais qui va se développer. Et l'objectif est de pouvoir travailler sur la production d'huile essentielle à destination de parfumeurs du côté de la France ou ailleurs. Et on a réussi aussi à travailler et obtenu la certification agriculture biologique, qui, aussi pour les huiles essentielles, facilite l'accès aux zones d'écoulement les plus stratégiques. Effectivement, aussi, donc ça c'est plutôt du côté de Maurice, pour pouvoir avoir, on va dire, une vision durable des filières sur lesquelles on travaille, on doit aussi passer par une approche un peu scientifique
Et j'ai vu que le changement climatique a été évoqué. On a plusieurs cultures sur lesquelles on doit être capable d'anticiper et de mesurer l'évolution de ces impacts sur le comportement des plantes, des lianes, des fleurs. Et nous avons la chance d'avoir à Maurice un bureau et d'avoir accès à des projets pour pouvoir justement développer une approche scientifique et renforcer encore plus la résilience de nos cultures sur le terrain. Voilà. Voilà, donc ça c'était un exemple aussi sur la traçabilité. Je pense qu'on peut passer parce que sinon je vais. Ah oui, alors voilà, donc non, juste un bref mot. Donc là vous voyez un petit peu la localisation de notre une des plantations pardon à Madagascar par ici. Et déjà, vous pouvez voir qu'on n'y va pas, en voiture, donc ça nécessite quand même un petit dernier passage en bateau qui est toujours épique pour les gens qui ont le mal de mer, comme moi, même si c'est pas très profond. Et vous êtes au milieu d'une zone où il faut faire attention à ceux qui y vivent. Donc j'ai parlé beaucoup des groupements de planteurs, mais il y a aussi beaucoup d'animaux, il y a aussi beaucoup d'espèces végétales qu'il faut pouvoir protéger. Et donc, c'est pour ça que dans l'utilisation de nos terres, il y a énormément, par exemple, de corridors qui vont permettre la libre circulation des espèces animales pour pouvoir continuer à opérer, à vivre tout simplement. Voilà. Donc, c'est juste un exemple parce que c'est pas mal. Enfin, la dernière catégorie qui est socio-economic advancement and empowerment, celle-là est quand même très ancré sur des projets qui nous tiennent à cœur et qui sont liés à la mise en place d'unités de transformation en local. Donc c'est vraiment le sujet qui est le plus, je dirais, à la mode depuis le Covid ou le post-Covid, à savoir qu'il faut être capable de financer des activités de transformation locale pour créer la valeur localement, dans la mesure où on a vu que les difficultés, les disruptions sur la logistique avait mis en difficulté quelques pays et quelques chaînes de valeur. Néanmoins, ça nécessite aussi une approche de financement un peu spécifique, puisque entre le moment où vous sécurisez un contrat pour notamment au Bénin une unité de transformation de riz et le moment où vous avez sécurisé tous les accords avec les filières pour alimenter cette unité de transformation et qu'elle soit bien reliée au réseau d'utilities, il va se passer quand même un certain temps. Et donc, le meilleur instrument pour pouvoir mener à bien ces projets, encore une fois, est le Green Bond. Il y a aussi également du côté de Madagascar, on a parlé de tout ce qui est huile essentielle et enfin tout ce qui est accompagnement sur les communautés, que ça soit en direct ou avec d'autres partenaires et des clients pour pouvoir toucher davantage de monde, font partie de ces projets pour lesquels nous avons validé et soumis et pour lesquels les investisseurs nous accompagnent parce que ça nécessite quand même un certain budget. Voilà, donc je pense qu'après il y a quelques photos un peu explicites. Donc là c'est un projet au Bénin qui faisait partie des projets qu'on a présentés dans le cadre de Green Bond et AgriResources Group a sécurisé en avril 2021 un accord cadre avec l'APIEX au Bénin. Donc le Bénin est un des pays d'Afrique de l'Ouest avec une des plus fortes énergies pour on va dire l'approche transformation agroalimentaire. Nous avons un accord pour la mise en place d'unités de transformation sur plusieurs produits, mais dans le cadre de l'éligibilité au Green Bond, nous avons sélectionné le riz. Voilà. Voilà, donc je vous disais qu'il y avait déjà eu, grâce aux investisseurs sur la première année, des premiers investissements dans le cadre d'un alambic. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et aujourd'hui, nous avons déjà des collaborations avec un partenaire en France qui est lui ravi d'avoir accès à du sourcing sans intermédiation, parce que dans les huiles essentielles, l'intermédiation peut être parfois polluante. Et pour nous, ça nous donne une activité intéressante au niveau commercial et pour valoriser tout ça.
Voilà, donc là, il y a encore l'exemple de Madagascar sur la formation, sur l'accompagnement. Il est intéressant de mentionner que dans les autres pays dans lesquels nous travaillons, comme notamment la République du Congo-Brazza, comme le Ghana et un peu le Bénin, nous participons à des activités de formation, de sensibilisation, que ce soit sur la sécurité ou que ce soit sur la bonne utilisation des inputs, des intrants, sur tout ce qui est agricole. C'est important de le mentionner parce que lancer un green bond pour le côté financier est une chose, mais ça nécessite aussi d'intégrer proactivement dans la boucle les partenaires qui permettent de faire en sorte que les produits soient disponibles. Voilà. Voilà, et enfin, oui, je l'ai mentionné brièvement, donc on peut passer sur le prochain slide. Euh, on peut passer peut-être un tout petit peu moins vite sur le prochain slide. Non, c'est important de conclure sur la notion, encore une fois, de transparence et de reporting. Nous avons un engagement ferme que nous avons pris de communication tous les 6 mois sur l'évolution des projets, où il peut y avoir un manque d'évolution sur les projets. En tout cas, on est sur une transparence totale. Et on est également en train de mettre en place les bonnes pratiques. On a sélectionné tout ce qui est autour des JRI. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, on est sur un reporting, sur une transparence. Et on a fait valoir les engagements et surtout notre capacité à respecter ces engagements auprès d'une revue externe où nous avons eu le rating maximal sur notamment la partie environnementale et sociale. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc, merci Frédéric. Joanna Foglia, présidente de l'Association des investisseurs responsables et fondatrice de Wealth Monaco, plongée dans l'économie bleue. Bonjour à tous, bonsoir. Je vais avoir besoin par contre des slides parce que je l'ai préparé aujourd'hui, donc vous m'excuserez. Mais Patricia m'a lancé un challenge vendredi soir, donc en me disant écoute, parle de la blue economy, donc je vais vous parler de la blue economy. Avant tout, j'aimerais savoir combien d'entre vous connaissent la blue economy. Sauf Nathalie Ilmy qui doit être dans le coin, où elle n'a pas le droit de lever la main, mais tous les autres ont-ils un rapport quelconque avec la blue economy? Non, alors on va parler simplement, et comme ça va être très bien. On passe de la vanille au poisson congelé, donc ça va être nettement moins sympathique. Voilà. Mais c'est une sorte de commodity. Et dans la finance, on connaît les commodities qui sont toujours très sympathiques, le sucre, le cacao, le café, tout ça. Et tout le monde ignore que le poisson congelé est une commodity. Alors, on n'a pas de bourse. C'est une sorte de bouche à oreille qui nous permet, de par nos voyages et puis de par nos connaissances, notre expertise, de sentir et de savoir quels sont les prix. Alors, Dieu merci, la finance a également d'autres outils. Nos meilleures banques savent très bien sur quels actifs, dans les bourses par exemple, les sociétés cotées dans lesquelles investir, et on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais voilà, globalement, on va parler de ça et de la blue economy en général. Alors, si on parvient à la première slide, on va voir, si je me souviens bien, de la blue economy en gros. Patricia, aide-moi parce que je n'ai pas de mémoire. Donc, on doit voir la première slide. Voilà, donc c'est l'économie des océans aujourd'hui. Je voulais faire sur 2 slides une petite comparaison entre l'économie des océans aujourd'hui telle qu'on la voit. Donc quand vous parlez blue economy, on va parler de transport maritime. Donc généralement, c'est des gros bateaux qui transportent vos modes, enfin tout ce qui est vêtements, ou alors tout ce qui est justement les commodities ou autres. Donc ça, c'est le transport maritime, la pêche, l'éolien offshore, généralement tout ce qui est marine, donc qui va servir pour les cosmétiques ou autres, l'extraction, pétrole, gaz, enfin voilà, tout ce qui est l'industrie comme on la connaît, souvent très impactante, pas tellement réfléchie pour la plupart du temps, mais nécessaire parce que jusqu'à présent, on n'a jamais fait sans. Donc on a cette économie-là, et économie bleue, et puis après on a
voilà, ça c'est vraiment typique de ce que Nathalie Mimi pourrait vous présenter, c'est-à-dire la détérioration actuelle des océans. Donc voilà où ça nous a mené, c'est-à-dire on était vraiment dans l'extraction. On a un océan, ça ne nous coûte pas grand-chose, on a juste à y aller, on a bien sûr le prix de la recherche et autres, mais c'est gratuit puisqu'on ne pénalise pas sur des taxes ou autres. Donc allons-y gaiement, hein, on pêche, on fait tout ce qu'on peut et on y va jusqu'au bout. Voilà, on est allé jusqu'au bout et donc on a aujourd'hui des océans qui souffrent véritablement. On ne voit pas, hein, on appelle ça, alors c'est l'ODD, c'est les objectifs de développement durable dont on parlait, les SDGs en anglais. Ce sont des objectifs donc, que les Nations Unies nous ont fixés. Alors généralement c'est pour la finance, c'est pour les secteurs d'industrie, donc c'est pas véritablement pour nous, ni en tant qu'investisseurs, ni en tant que consommateurs, mais ça dit des choses, et ce taux DD 14, c'est la vie sous la mer. Et la vie sous la mer, c'est une vie qu'on ignore, qu'on ne voit pas. Et comme on ne la voit pas, un arbre, on le voit. Quand notre plante, elle est en train de mourir, on le voit, on met de l'eau. L'océan, on ne le voit pas. Donc on peut l'abîmer autant qu'on veut, en fait, on ne s'en rendait pas compte. Et heureusement, certaines personnes sont là pour donner l'alarme, le signal d'alarme et dire, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc voilà un petit peu où en est l'océan, donc une forte acidification, l'augmentation des températures et du niveau de la mer, donc qui impacte tout, les biodiversités, nos habitats, les conséquences seront irréversibles. Donc il faut faire quelque chose. Donc voilà l'aggravation donc de la pollution terrestre, parce que ça aussi on ne voit pas. Donc les sols qui sont pollués se déversent ensuite dans la mer. Donc toute cette pollution-là, c'est l'océan qui l'absorbe et qui lutte autant qu'il peut pour absorber notre CO2 et faire en sorte que nous soyons encore aujourd'hui en pleine santé, et ça pourrait ne pas durer. Et c'est ce que le Covid vous a montré. C'est-à-dire qu'avec le Covid, on s'est dit, mince, on est mortel, il y a quelque chose, on nous l'avait pas dit qu'on était mortel, en fait, on le savait pas. Et là, on a réalisé. Donc du coup, on fait un petit peu plus de choses. Sur la slide suivante, ça va être donc l'économie durable des océans. Alors, beaucoup d'économies, donc ce sont les mêmes économies, mais qu'on va utiliser et dans lesquelles on va investir d'une manière plus intelligente. C'est-à-dire qu'on va chercher des solutions. Alors, la croissance donc, de l'économie mondiale est censée atteindre plus de 3 000 milliards et 40 millions d'emplois. Donc ça, c'est dans une vision très traditionnelle. On verra après qu'on a une autre façon de valoriser ces chiffres-là. C'est-à-dire que pour le moment, de manière économique, on estime que, voilà, grosso modo, ce sont ces chiffres. Donc là, on parle d'énergie éolienne, bon, comme tout à l'heure, mais qui vont être positionnées autrement, qui vont être sur des habitats où ce sera moins compliqué, qui vont avoir peut-être plus de systèmes de pompes en amont, parce qu'il y a, par exemple, par rapport aux marées ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser aujourd'hui qui sont très intelligentes pour ces éoliennes et qui fonctionnent sans arrêt, sont beaucoup plus effectives. On va parler par exemple d'ingénierie sous-marine, de nouveaux capteurs. On ignore aussi par exemple que sous la mer, vous avez 90% des câbles qui passent sous la mer. C'est des choses qu'on ignore. Donc quels sont les moyens de le faire intelligemment sans endommager également tout le système de la mer. On a donc beaucoup aujourd'hui d'innovation. Et cette finance bleue, c'est l'innovation. C'est-à-dire tous ces gens qui travaillent, qui gravitent autour de vous et qui innovent, qui réfléchissent, qui pensent de quelle manière on peut se positionner demain. Donc il y a quelques années encore, quand vous aviez un start-upper, on le prenait un petit peu pour un doux rêveur, on disait « Ah, il est bien avec son petit système, oh oui, mais ça ne marchera pas ». Aujourd'hui, on l'accueille à bras ouverts en disant « Attends, il faut que j'étudie ton projet, il faut que je trouve peut-être des fonds, parce que ce que tu as, ça vaut peut-être quelque chose et ça va peut-être nous sauver pour demain ». Donc en fait, on voit l'innovation différemment. C'est vrai qu'aux États-Unis, on était très habitués, par exemple, à l'innovation. L'Asie, on était très proactif sur celui qui innove. En Europe, celui qui innove, c'était un petit peu, c'était un petit peu gênant en fait. Donc là, maintenant, on a une autre vision de l'innovation. Les I que vous voyez, c'est quelque chose, par exemple, qu'on n'a pas valorisé pendant des années. Ce sont des zones protégées qui permettent justement à l'habitat de se reconstituer, ou simplement de se maintenir, mais généralement de se reconstituer. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour la finance. Parce que ces zones-là, on ne sait pas trop calculer c'est-à-dire, en finance, on ne sait pas trop calculer sa valeur, en fait. Comment l'investisseur va pouvoir gagner sa vie en protégeant un habitat. Donc là encore, cette vision-là, c'est encore le passage vers ce qu'on appelle, donc là on peut passer à la troisième slide, ce sera la quatrième, mais c'est pas grave, je vais anticiper, c'est sur le capital naturel. En fait, on se rend compte que quand on abîme la terre, ça coûte de l'argent à tout le monde, et quand on fait du bien à la terre, on peut aussi bénéficier. Alors vous avez probablement entendu
parler des crédits carbone. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler, il y a eu un grand scandale des crédits carbone, ce qui fait que tout le monde s'est gelé sur les crédits carbone. Mais à la base, l'arnaque du crédit carbone, c'était sur la TVA. C'était pas du tout sur le concept de carbone lui-même. C'est-à-dire que oui, on émet du carbone. Oui, on s'est rendu compte que c'était grave aujourd'hui de produire autant de carbone sans avoir d'alternative. Et on s'est rendu compte aussi que si on arrive à avoir des alternatives pour réduire ce carbone, on peut aussi émettre des crédits carbone qui permettent après d'être aidés, d'acheter, vendre, et donc d'encourager petit à petit cette société vers l'économie, ce qu'on appelle l'économie carbone. Donc, ici, on parle du vert versus bleu. Pourquoi ? Parce que on a tendance à penser que le bleu, l'économie bleue, c'est uniquement, comment dirais-je, c'est uniquement de l'eau. En fait, on se rend compte que 50% de l'absorption des océans l'océan permet 50% de l'absorption de CO2, mais ça se fait aussi grâce aux plantes qui sont dans cet océan. Et ça, la plupart des gens l'ignorent. Donc souvent, lorsque vous voyez des investisseurs, et ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer des très très gros, qui me disent par exemple, moi je veux préserver les forêts, parce que les forêts, c'est bien, c'est bon pour le carbone, investissons dans les forêts. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'océan absorbe bien plus de CO2 que les forêts. Ça ne veut pas dire que brûler les forêts et se dire peu importe l'effort, on n'en a rien à faire. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que l'océan nous aide énormément là-dedans. Alors certes, on ne voit pas ce qu'il y a au fond. Certes, on n'a pas forcément d'idée de l'état dans lequel il est, malgré aujourd'hui des photographes extraordinaires ou des recherches qui nous permettent d'aller loin, même dans les abysses. Donc on a vraiment une possibilité de voir ce qui se passe. Mais malgré tout, les océans nous aident parfois plus que la Terre. Donc on part sur la suivante, où là on doit parler donc du capital naturel. Alors on en revient aux 3 000 milliards de tout à l'heure. Ça, c'est une façon de calculer qui est très simple, c'est-à-dire on a calculé, nos économistes on dit bon ben voilà, grosso modo, tant d'emplois, tant de choses, dans tel pays, l'océan peut générer 3 000 milliards en 2030. Après on a d'autres calculs. Alors il faut dire aujourd'hui que la finance, chose qu'elle ne faisait pas avant, c'est qu'elle s'inspire et elle apprend des ONG. Donc toutes ces associations, aussi avant on nous disait ce sont les écolos. Aujourd'hui, on les intègre dans la finance pour dire mais qu'est-ce qu'ils ont à dire, de quelle manière ils voient ça. Après, on l'analyse d'une manière plus financière, on met dans la balance en disant bon, il y a peut-être un parti pris là-dedans ou pas, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Mais si on en tire quelque chose, on se rend compte que le WWF rapporte sur la base des actifs de l'océan une valeur annuelle de 24 000 milliards. Donc déjà, on est très loin d'une économie de base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne à la nature un prix, et certains n'aiment pas du tout ce concept parce que notre vision matérialiste du monde va faire qu'on va forcément jouer avec ce montant de la nature, mais quoi qu'il en soit, ça nous permet aujourd'hui, au stade où on en est, de la préserver ou en tout cas d'aller dans ce sens. Donc, le capital naturel, ce sont des valeurs qu'on donnait les uns et les autres. Par exemple, le FMI qui a donné, a évalué, excusez-moi, le stock des baleines, donc à 1 000 milliards de dollars. Et donc, chaque baleine aurait une valeur de 2 millions de dollars. Ça, c'est une chose. Moi, j'ai fait plus de 20 ans dans la pêche industrielle. Je peux vous assurer que les baleines, personne n'en avait rien à faire. C'est-à-dire, ça servait grosso modo à rien. Le pire étant les autres espèces qui mangent le poisson qu'on devait pêcher. Donc, c'était vraiment problématique. Or là, grâce à ce genre de système, on a des associations qui protègent les baleines ou qui protègent l'océan, qui permettent aux investisseurs de se dire, tiens, et pourquoi ne pas protéger les baleines? Alors qu'avant, très peu de gens étaient concernés par ça. Mais aujourd'hui, en ayant une valeur, ça pèse dans un portefeuille. Ça pèse pour les institutions financières, pour les sociétés de gestion, mais ça pèse pour l'investisseur final qui se dit, finalement, c'est pas idiot de préserver cette nature parce qu'elle a véritablement une valeur. Donc, voilà plusieurs exemples que vous pouvez voir. Deloitte a fait un excellent rapport également sur la grande barrière de corail estimée à 6 milliards. Là, encore une fois, on réalise un petit peu que endommager ces ressources naturelles ont une valeur et une contre-valeur. Parce que justement, c'est une valeur qu'on perd. Mais on va voir dans l'autre slide, ou peut-être les suivantes, que, voilà, le coût de l'inaction. En fait, c'est ça qu'il faut se poser aujourd'hui. Dans la finance, qu'elle soit bleue ou qu'elle soit verte, quel est le coût de l'inaction? Et c'est le coût pour tout.
quand dans votre vie privée, vous décidez de ne pas bouger, il y a un coût à cette inaction. Il y a un coût de bouger parfois, et puis il y a un coût de ne pas bouger. Ben là, dans la nature, c'est exactement la même chose. Donc le calcul d'impact est très compliqué dans un écosystème, ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire une relation entre plusieurs systèmes, comme c'est le cas par exemple de l'écosystème maritime, parce que justement, chacun, en fonction de sa quantité, de sa valeur, agit et interagit. Donc la valeur est différente. Cependant, ce dont on est sûr, c'est que de ne rien faire, on est déjà 3 milliards de personnes à dépendre de l'océan. Là, ça inclut pour la santé, ça inclut pour le travail, ça inclut pour plein de choses. 350 millions d'emplois dépendent de l'océan. C'est colossal. Les habitats, les vies de beaucoup de personnes dépendent de l'océan. C'est leur première source d'alimentation. Donc tout ça, ce sont des montants que l'on connaît et on sait que l'inaction va nous coûter encore plus cher. Donc on peut rentrer dans un peu plus de détails, mais par exemple, voilà, le coût estimé de la protection côtière, de la relocalisation des personnes et de la perte des terres qui cause l'élévation du niveau de la mer devrait varier de 200 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars par an d'ici 2100. On ne sera plus là, donc on ne le verra pas, mais en tout cas, ceux qui seront là auraient éventuellement ce genre de prix à payer. Et ça c'est aujourd'hui vraiment la question qu'on doit se poser. C'est pour les sceptiques, se disant, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, ça va coûter plus cher d'attendre. Et chaque jour que l'on perd est une journée qui coûte beaucoup. On peut passer, Patricia. Notre action, voilà, aujourd'hui, on est encore malheureusement dans un système de ça ne fonctionne pas, donc on va compenser, on va donner une compensation financière. Et ça, c'est une réalité pour l'avoir vécu. Voilà, l'extraction d'énergie fossile, la pêche, l'aquaculture non durable, la navigation non verte reçoivent des subventions de 4 000 à 6 000 milliards. En fait, au lieu de dire on va mettre ça pour aider, pour subventionner par exemple des sociétés innovantes, créatives, qui peuvent avoir un bon potentiel, comme on dit aujourd'hui, qui sont scalable, c'est-à-dire qu'on peut replanter à droite à gauche. Non, on va donner des subventions à des grosses sociétés qui vont extraire, qui vont abîmer, qui vont nous coûter encore plus cher après. C'est pour ça qu'il faut agir vite. Il ne faut pas simplement se dire que on verra un petit peu plus tard, non, c'est maintenant. Et voir maintenant, c'est voir maintenant au quotidien, c'est-à-dire dans vos manières de vivre, dans vos manières d'investir. Il faut comprendre ce qui se passe, parce que ça coûte très cher et que les États ne trouvent que des compensations. Donc on nous donne des compensations pour tout. L'OCDE estime qu'en moyenne, les gouvernements des pays membres dépensent jusqu'à 20% de la valeur des débarquements de la pêche. Dire que la pêche, c'est un milieu et un secteur extraordinaire, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas ni durables, ni nécessaires, en tout cas, qui n'évoluent pas, surtout qui restent de manière extrêmement ancestrale, alors qu'on devrait proposer des solutions, mais malgré tout, 20% sont subventionnés. Et ça, c'est le cas, c'est principalement l'Europe qui a subventionné les bateaux. Alors, quand vous regardez un petit peu, je ne sais pas si vous suivez les activités, mais la France, au niveau de la pêche, on a perdu du terrain depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, en France, ce sont des Hollandais qui pêchent, ce sont des Norvégiens, vous allez avoir tous les autres pays qui étaient, eux, nés là-dedans, c'est-à-dire vraiment les pieds dans l'eau. Quand vous parlez des îles Féroé, d'Islande, tout ça, ce sont des pays qui ont l'habitude de pêcher. Nous, on n'est pas véritablement des pêcheurs, on est des agriculteurs. Mais eux, ce sont des agriculteurs de la mer. Donc ces thématiques-là, ils les connaissent bien. Ils ont eu des propositions de compensation d'Europe qui se disaient, tiens, on a l'Afrique qui a faim, comment on va faire pour les nourrir? On va envoyer des bateaux européens subventionnés par l'Europe dans les eaux africaines et on va envoyer ça en Afrique. Grosso modo, aujourd'hui, alors que c'est pas du tout le maximum, vous avez 1 million de tonnes de poissons congelés qui arrivent au Nigeria chaque année. Vous avez 450 000 tonnes de poissons congelés qui arrivent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des bateaux qui sont subventionnés par l'Europe, qui vont pêcher dans les eaux mauritaniennes, par exemple. Donc, on le verra un peu plus tard, mais vous verrez que ça nous a coûté 60 millions d'euros pour aller pêcher en Mauritanie. Donc, c'était en 2021. Donc, voilà, l'Europe a payé 59 millions pour qu'on ait des bateaux européens qui pêchent en Mauritanie. Et le poisson, ensuite, est envoyé en Afrique pour avoir de la protéine. Parce que nous, on en a de la protéine. Quand vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, vous allez trouver un morceau de saucisson, un morceau de vache. Là-bas, il n'y a pas. Donc, la protéine animale dont ils ont besoin pour leur vie, pour leur consommation,
c'est principalement du poisson congelé. Donc, c'est envoyé après dans tout le pays. Alors ça, c'est rien à dire, mais peut-être qu'on aurait pu repenser cette distribution et dire, bah tiens, si on avait des zones d'aquaculture raisonnées, intelligentes dans ces pays-là, et qu'on leur apprenne cette aquaculture-là, eh ben, localement, ils auront du poisson frais, ou même qu'on peut faire en process avec du congelé. Ça nous coûterait nettement moins cher que 59 millions de subventions uniquement. Voilà. Donc c'est vrai que il y a quelque chose à repenser. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté du poisson congelé, parce que certains parmi vous ont déjà acheté du poisson congelé. Par exemple, du cabillaud, vous avez acheté du cabillaud. Alors, si vous avez l'occasion de regarder, vous verrez du cabillaud d'Atlantique, origine Chine. Alors, je ne sais pas si vous y connaissez sur l'Atlas. Hein. Alors, l'Atlantique, c'est en haut là. Puis la Chine, c'est l'autre côté, c'est côté Pacifique. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a nos bateaux européens, hein, qu'on a subventionnés, qui vont également pêcher dans les eaux norvégiennes et autres. D'ailleurs, les Norvégiens ne nous aiment pas beaucoup, mais ça, on va passer sur les... Hein, voilà. Donc ça, c'est les bateaux. Ils pêchent du cabillaud, qui est une espèce en voie de disparition dans beaucoup de zones, mais c'est pas grave, on continue quand même, parce que peut-être que les scientifiques ont fait une petite erreur là-dessus. Donc on continue jusqu'au bout, on pêche, et ensuite on envoie en Chine. Parce que bah, on n'a pas de personnes ici qui savent fileter le poisson. Il faut des petites mains, et nous on a des gros doigts apparemment. Donc on ne veut pas fileter le poisson, on l'envoie en Chine avec nos chers containers, hein, Maersk, CMA, Maule, etc. Je vous en passe des meilleurs. On va donc en Chine, on fait le reprocess, on injecte un peu d'eau dans la chair parce que comme ça, ce qu'on a payé pour le fret, on le compense. Ça s'appelle d'ailleurs de la compensation. C'est tout simple, hein, on n'a rien inventé. On compense, on congèle. Alors, pour ceux qui vraiment ont suivi, c'est du poisson congelé qui est reprocessé, donc décongelé, recongelé, mais dessus, il y a marqué double congélation interdite. Hein, donc, on ferme les yeux encore une fois, on reprocesse, on met de l'eau, on renvoie en Europe. Et là, une fois qu'on arrive en Europe, on va dans des zones où, bah, au niveau taxation, c'est plus simple. Donc, on va aller, par exemple, en Hollande. Eux, ils ont tout compris. Ils ont ce qu'aujourd'hui, bah, les investisseurs recherchent principalement, c'est-à-dire des zones de stockage congelées. Parce que c'est là où on gagne le plus. Parce que, bah, par exemple, les vaccins du Covid avaient besoin d'être en froid. Donc, on a besoin de cette chaîne de froid absolument. Donc, le meilleur des investissements aujourd'hui, si vous pouvez investir, c'est là-dedans. Et donc, ils vont en Hollande. On garde ce poisson congelé et là on redistribue partout dans l'Europe, par camion jusqu'au Portugal, où ils adorent la bacalao et en l'occurrence la fausse bacalao, donc le cabillaud, et puis on va l'envoyer partout. Donc il faut repenser ce process. Et ça, c'est pas nous qui pouvons le faire. Ça, par exemple, c'est le principe de la finance durable, justement. C'est-à-dire essayer de se dire, il faut qu'on raccourcisse la chaîne d'approvisionnement, parce que l'alimentation est l'une des industries les plus impactantes. La mode, l'alimentation, donc ce que l'on vit et ce que l'on achète et ce que l'on consomme tous les jours. Donc c'est à nous aussi d'être, comment dirais-je, je déteste cette expression quand on dit aware, c'est comment on dit, d'être alerte. Voilà, il faut qu'on soit alerte, ça c'est capital. Et Monaco, c'est donc, on est très en avance là-dessus. Notre souverain était le premier à interdire le thon. Donc à l'époque, les gens ont hurlé en disant quoi, je vais dans un restaurant, je peux pas manger du thon. Oui, c'est vrai que le thon, ça fait partie des delicacies qu'on peut avoir dans notre alimentation. Cependant, il y a toute une chaîne aussi de production qui est assez compliquée. On va pas rentrer dans les détails parce que sinon on est là jusqu'à demain. Mais ils sont repartis cette année sur un programme d'alimentation bleue, c'est-à-dire une façon de consommer plus logique. Donc pour changer les choses, alors c'est pas Monaco qui va changer les choses, mais c'est chacun d'entre nous prendre conscience que plus vous allez consommer local avec des produits locaux et moins vous allez impacter, moins vous allez rentrer dans une chaîne longue. Pareil pour la mode, pareil pour l'alimentation, pareil pour tout. Réduire votre impact par rapport à ces échanges commerciaux. Donc ça, c'était le petit mot personnel. Pour la suivante, l'extraction. Alors là, voilà, magnifique. On est passé au lithium puisqu'on va être propre et on va avoir des voitures électriques, on va avoir tout électrique, c'est super. On en parlait tout à l'heure avec une jeune femme qui est là, je crois, et qui me disait, on en venait à la conclusion qu'on était tous très propres, mais qu'on avait sali ailleurs. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est ce qu'aujourd'hui l'Europe fait avec la taxe carbone d'importation, c'est-à-dire qu'on calcule ce qui a été fait avant. Mais
Nous, conducteurs de nos voitures électriques, on est très fiers, on n'est plus du tout impactant. Le lithium se situe à 80% à peu près du lithium se situe dans les mers, à un niveau extrêmement dilué. Ça veut dire que l'extraction aujourd'hui, et puis le ministre français, Madame Fertilly, encourage l'extraction. Il faut rien laisser passer en termes d'extraction, dit-elle, pour le lithium. Forcément, on arrête d'être dépendant du gaz et du pétrole avec la Russie. On va peut-être l'être de l'Arabie Saoudite et de l'Algérie. On va pas le faire la même chose avec le lithium. Donc il faut absolument qu'on trouve chez nous du lithium, voilà, à tout prix. Certes, on va trouver du lithium, mais ça va être très compliqué. Alors déjà, le plus gros source de lithium, c'est l'Afghanistan. Donc je sais pas, enfin c'est pas pour demain. Et le reste pour l'océan, c'est extrêmement dilué. Et pour le lithium, dans ces cas-là, il faut assécher. Ça veut dire qu'on enlèverait de l'eau de la mer et qu'il faudrait l'assécher énormément pour avoir quelques grammes en fait à chaque fois par rapport à la dilution. Donc c'est très compliqué. Donc on a aujourd'hui dans la finance bleue, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, on va vous dire ah ben, on a des super projets en finance bleue. Oui, ça peut être de l'extraction donc du lithium, ça peut être de l'extraction encore de gaz et de pétrole, mais avec une autre terminologie, ou avec d'autres systèmes où on va vous dire que c'est pas du tout polluant. On peut avoir le thallium, le manganèse, le nickel, l'or, et surtout les nodules polymétalliques, dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais qui sont dans les réserves abyssales. Et comme aujourd'hui, on a déjà signé, je crois, avec 16 pays pour les permis d'extraction dans les zones abyssales, c'est-à-dire entre 1 km et 6 km, on va aller chercher ces nodules qui sont essentiels pour la stabilité de l'équilibre de l'océan. En fait. Si on les extrait, on va véritablement vers des problèmes. Et or, elles valent une fortune parce qu'elles ont engrangé tous les minéraux, tous les minerais en fait qui coûtent le plus cher. C'est ce qu'on appelait les terres rares et qu'il fallait extraire par fracking. Aujourd'hui, grâce à cette extraction en haute mer, on peut les avoir beaucoup plus facilement que le fracking. Donc il faut faire attention à la terminologie. 29 permis d'exploitation, 29 pays d'exploitation sur une surface de 1,3 million de kilos. Donc c'est pas rien, c'est une énorme surface de la mer, et c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que la France se félicite d'avoir l'une des plus grandes zones maritimes, parce qu'en fait elle se dit bah super, j'ai des minerais et je vais être autonome. Parce qu'on est aujourd'hui véritablement dans une phase où on va accélérer l'autonomie énergétique. Donc cette économie bleue, elle va être forcément impactée pour aller vers l'autonomie énergétique. On passe à la suivante, c'est Patricia. Donc l'économie bleue, on le disait, c'est le transport maritime. Donc le transport maritime, 90% du commerce mondial se fait avec le maritime. Les émissions de CO2, bon, ben ça on le sait, on sait que c'est impactant. Ce qui est positif, c'est que l'Organisation maritime internationale a fixé des objectifs de réduction. Donc on force maintenant toutes ces grosses sociétés de transport maritime, donc les porte-containers principalement, mais aussi les tankers, pour les produits chimiques et autres, on leur demande de passer à des carburants alternatifs. Donc là, on peut en investissement trouver beaucoup de produits qui vont être dans le gaz naturel liquéfié, ou alors vous allez entendre, parfois vous allez être heurté parce que vous allez entendre ammoniac. Ammoniac, c'est de l'ammoniac vert. C'est pas de l'ammoniac comme on a l'idée, comme vous avez dans vos bidons. Donc l'ammoniac sert énormément, par exemple dans l'industrie du froid, à l'époque et encore aujourd'hui on utilise de l'ammoniac, mais ça c'est une sorte d'ammoniac vert. Pareil pour l'hydrogène, vous avez l'hydrogène normal, qui est impactant, qui est compliqué, qui est vraiment complexe. Vous avez l'hydrogène gris et vous avez l'hydrogène vert. Donc quand vous voyez des terminologies, essayez de savoir lequel c'est, parce qu'il y en a plusieurs et que c'est compliqué. Et si on ne sait pas précisément, on hésite ou on est mal dirigé. Les solutions également, c'est ce dont parlait tout à l'heure Stéphane, c'est-à-dire les CCUS, les moyens de stocker le carbone. Alors là aussi, on a plein d'idées, généralement de les stocker dans les sols, sauf que les sols n'étaient pas préparés à ce genre de réinjection, donc ça peut être problématique des fois, donc il faut être là aussi très innovant sur les projets que l'on finance pour s'assurer que c'est viable à long terme, pas simplement sur une année ou deux. La pêche, alors là je vous ai mis pêche et feed. Alors le feed, c'est l'alimentation que l'on donne. Alors il y a pêche, c'est-à-dire un poisson pour un être humain, et puis il y a le feed qui est
3 poissons pour 1 poisson. Voilà. Alors en fait, ce qui fonctionne au niveau de l'industrie, c'est à la fois de faire du poisson congelé pour les êtres humains, si possible. Alors le brut, celui qui est dans des cartons, c'est principalement pour l'industrie ou pour l'Afrique, mais c'est pas là où il y a la plus grande valeur ajoutée. Après, c'est justement le reprocess dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on fait des filets, on fait ce genre de choses. Et là, bien sûr, au niveau de l'industrie, on a une valeur ajoutée. Mais là où on gagne beaucoup, c'est sur la farine de poisson. Alors tout le monde va vous dire, la farine de poisson, une fois qu'on a coupé notre petit poisson là, qu'on a fait des filets, on fait de la farine de poisson. Non, il y a 96 millions de tonnes de farine de poisson qui sont produites chaque année. C'est pas simplement avec les petites arêtes et la petite tête du poisson qu'on a fait en filet que vous allez avoir 96 000 tonnes. Ce sont des bateaux qui sont, alors les plus forts, ce sont les Chiliens par exemple. Voilà, vous l'avez Pérou, Chili, Scandinavie, Chine, États-Unis, Mauritanie, Sénégal, Estonie, Espagne, qui sont les plus gros producteurs de fish meal. Le fish meal, c'est important parce qu'en fait, c'est la base de l'alimentation des poissons que vous mangez. Donc quand par exemple, on vous dit, ça c'est un poisson d'aquaculture, super. Alors il y a aquaculture traditionnelle, c'est-à-dire on a utilisé 3 poissons pour avoir, enfin 3 tonnes de poissons pour 1 tonne de poissons qu'on a donné pour nourrir les poissons dans l'aquaculture. Donc grosso modo, vous mangez, oui, certes un poisson qui vient d'aquaculture, mais qui a consommé 4 fois son poids en farine de poisson. Donc, est-ce bien viable? Je ne sais pas. Et après, vous avez ce vers quoi on tend, c'est-à-dire l'aquaculture. On peut dire en français raisonner, c'est RAS, et en fait, c'est un peu comme l'aquaponie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces systèmes, par exemple, faire pousser vos laitues et autres végétaux verticalement, et qui sont nourris, les poissons se nourrissent de leurs racines, et les racines se nourrissent des déjections des poissons. Ça, c'est de l'aquaponie. Et au niveau industriel, on est capable de faire ce genre de système. Ça existe déjà dans les pays nordiques. Tous ne le font pas, mais beaucoup le font. Donc, là encore une fois, quand on vous parle d'aquaculture, ça ne veut pas dire grand-chose. Vos poissons en aquaculture, vous avez dû le voir, ils n'ont pas d'écailles. Quand vous achetez un poisson, on ne vous propose même pas de manger les écailles parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils se frottent et qu'ils n'ont plus d'écailles. Donc l'aquaculture, manger du poisson pour du poisson, je vous dirai tout à l'heure éventuellement quels sont le genre de manger local. Manger ce qu'on vous propose. Ah oui, c'est vrai, des fois on vous dit, bah ça c'est de la vieille, oh, ça fait pas envie forcément, mais c'est sympa, ça, voilà, du maquereau. On pense pas manger du maquereau, mais ça fait partie de choses que l'on a en Méditerranée. On a des produits magnifiques et il faut pas hésiter à aller vers ça plutôt que se dire, ah ben moi ça y est, c'est bon, j'ai plus d'impact, je mange des poissons dans l'aquaculture. C'est pas forcément idéal. Après, donc la farine de poisson est un marché aussi pour les compléments alimentaires. Alors, farine de poisson, c'est lié à l'huile de poisson. Parce que dans la farine de poisson, vous avez, pareil que pour les déchets, voilà, vous avez ce qu'on appelle le tourteau, grosso modo, c'est la farine. Puis le reste, vous faites extraire l'huile. Donc, on a des sociétés qui valent plusieurs milliards, dont Aker, je ne sais pas si, voilà. Aker, ce sont des sociétés qui sont énormes, qui produisent même l'huile de poisson directement à bord des bateaux. Ce sont des merveilles, hein, dans un sens. Mais c'est vrai que cette huile de poisson est utilisée également pour l'aquaculture, parce que votre poisson, il a besoin, s'il était dans la nature, il mangerait de vrais poissons. Or, on ne peut pas véritablement donner de vrais poissons à des poissons d'aquaculture. On peut le donner dans le thon, par exemple. Les thons, justement, mangent du poisson entier. Poisson congelé, décongelé, qu'on leur donne. Le seul problème, c'est que les poissons morts vont beaucoup plus vite vers le fond. Et donc, c'est pour ça qu'on encrasse les océans, parce qu'ils n'ont pas le temps de manger le poisson de la même manière que quand ils fraient dans un banc de poisson et qu'ils en attrapent un. Donc, ça pourrit dans le sol, et donc ça encrasse les océans et ça crée beaucoup de pollution. Donc, le feed est quelque chose de vital. On n'y pense pas, on ne le sait pas, mais c'est vital. Donc, du coup, on compense leur alimentation en granulés, comme avec nos chats, et on leur donne de l'huile de poisson dedans pour qu'ils se nourrissent. Et que quand vous mangez votre poisson d'aquaculture, il y a un petit peu d'oméga. Aujourd'hui, vous avez plus d'oméga dans les algues, et c'est pour ça que les algues cartonnent, et on estime le marché des algues va se multiplier par 2000 dans l'espace de 5 ans, parce qu'en fait, notre avenir est là. C'est-à-dire que si messieurs préféraient manger un steak ou quoi que ce soit, et en fait, attends, ce sera des algues. Maman aura fait des algues le soir, voilà. Donc il faut s'y préparer psychologiquement, ça va être dur pour certains. Les insectes, peut-être. Mais alors les insectes, alors justement, parfait, je vous embauche. Et en fait, voilà, le feed, aujourd'hui, on s'est dit, comment peut-on compenser
plutôt que d'aller, alors on n'y est pas encore, ça c'est en 2018, et on vient de faire cette année, en 2021, on a fait 6% de plus de production de farine de poisson. Donc on n'y est pas. On n'est pas prêt encore sur nos marchés à changer, à transformer. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des sociétés qui proposent justement les insectes. Alors au début, les gens se sont dit « Oh, on va manger des insectes ». Non, nous non, mais les poissons mangent des insectes. Ce sont des insectes transformés, ça coûte encore très cher. J'ai eu l'occasion de visiter une usine absolument incroyable et qui coûte 16 millions d'euros quand même, l'implantation de cette usine. Donc c'est beaucoup, mais c'est le début. C'est aussi le rôle de la finance de financer les premiers projets pour qu'après la technologie permette également à ce que cette technologie coûte moins cher et qu'on puisse répliquer ça un petit peu partout. Donc l'avenir sera sûrement dans les insectes et il y a, on en parlait également avec la jeune fille tout à l'heure, l'idée c'est oui, vous devez réduire votre sourcing, la façon dont vous mangez, etc. Mais il faut aussi essayer de penser circularité. Et ça, c'est l'un des principes essentiels de la finance durable. Dans la finance durable, vous ne devez pas simplement regarder un projet de A à Z. Vous devez vous dire, mais après, Z, il y a quoi? Parce que si A à Z, c'est une ligne, il y a un moment où on arrive à la fin. Et si on arrive à la fin, là, on a un impact. On ne l'aura peut-être pas tout de suite, mais on va avoir un impact. Donc, il faut absolument qu'on ne pense plus de manière linéaire, mais circulaire. Et ça, c'est un pilier essentiel dans la finance durable. Donc, aujourd'hui, par exemple, les insectes, vous avez la société pour laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans qui pêche, par exemple, les crevettes en mer du Nord. Petites crevettes que vous avez parfois ou dans vos supermarchés ou avec en vrac. Ces mêmes crevettes vont sur le Maroc par camion. Donc elles font les Pays-Bas sur le Maroc en camion. Elles sont déchargées dans une usine. On enlève comment dirais-je, le shell, la carapace, merci infiniment. On enlève la carapace et ensuite on jette la carapace. Or ça, par exemple, dans une économie circulaire, on pourrait très bien avoir un élevage attenant qui soit celui d'insectes. Alors au début un petit peu plus artisanal que ces grosses usines qu'on a visitées, mais ce sont des choses qui sont possibles. Et grâce à ces insectes, on peut faire du feed pour, par exemple, le poisson qui sont au Maroc. Ce sont des choses qui sont viables, qu'on a étudiées, qui sont viables. Maintenant, ça nécessite des finances, et ce sont des choses qui sont compliquées à obtenir. Voilà. Donc, on estime aujourd'hui que 70% de la population mondiale actuelle est dans un état de carence en oméga 3. Donc, malgré tout ce qu'on fait, on a 800 millions de personnes dans le monde qui n'est pas assez nourries et finalement, pas assez d'oméga 3. Et cet oméga 3, comme je le disais précédemment, ce sont des choses qu'on trouve dans des produits alternatifs, notamment dans les algues. Donc, il y a quelque chose il y a une dichotomie entre nos productions, notre industrie, et la façon dont elle devrait être pensée, parce que les résultats sont évidents. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous réalisiez sur un territoire que j'aime particulièrement, la Mauritanie. En 2010, le pays a donc signé pour la première production de sardinelle. La sardinelle, c'est un produit que vous avez probablement jamais mangé. C'est une sorte de grosse sardine qui est consommée localement et surtout, en fait, qui était consommée en Russie. Parce que la base de la pêche, comme on le connaît, c'était l'Union soviétique à l'époque, qui devait nourrir tout son pays, qui était très large, on le sait. On est décidément toujours dans le même problème. Et donc, ils avaient des gros bateaux qu'ils avaient fait avec leur acier. Donc, on avait des gros bateaux avec un double deck, quelque chose de très solide, qui partaient dans les mers, par exemple Mauritanie, Maroc, Sénégal, qui pêchaient, qui congelaient à bord, qui mettaient directement en boîte, et qui, une fois qu'il était plein, avec une capacité à l'époque qui était faible, parce qu'aujourd'hui les bateaux peuvent faire jusqu'à 8000 tonnes de capacité, là ils faisaient entre 1500 et pour les moon zones ils faisaient 3000 tonnes, et on renvoyait le bateau en Union soviétique, ou avec des petits tickets, le système communiste, donc chacun pouvait avoir un apport en protéines. Ça a été le cas pendant des années, jusqu'à ce que la chute de Berlin fasse que petit à petit il y ait cette fin de l'Union soviétique, et ces bateaux ont été petit à petit privatisés. Au début, les gens n'étaient pas trop pour, très peu osaient se lancer. Beaucoup de Russes en fonds privés se sont lancés. Et donc la sardinelle, il a fallu lui trouver des marchés. Et en 2010, apparemment la Mauritanie avait trop de sardinelles et pas assez de marchés. Donc elle a signé pour qu'il y ait la première production de sardinelles
en farine de poisson. Donc, Polyondone, qui est une énorme société, en 2011 arrive en Mauritanie, c'est une société chinoise qui vient en Mauritanie avec d'autres agréments, c'est-à-dire on investit chez vous, on prend 100 000 tonnes enfin, en l'occurrence, pour avoir 100 000 tonnes, il faut 300 à 400 000 tonnes de poissons pêchés. Et en échange de quoi on investit dans vos routes, on vous aidera pour voir si vous avez du pétrole, etc. 2012, l'extension de la zone autorisée. Il y a une zone autorisée pour la pêche, et ils se disent qu'il n'y en a pas assez localement. Donc pour garder leur contrat, ils ouvrent un peu plus loin. Donc vous pouvez aller un peu plus près, pardon. Vous étiez à 12-13 000 miles, vous pouvez aller un petit peu plus près vers la côte. Il y a une flottille de bateaux sénégalais qui pêchent de manière artisanale, donc ça, c'était pas le plus impactant. Les senneurs sénégalais sont remplacés par les bateaux sénégalais sont remplacés par des senneurs turcs, qui là ne sont plus artisanaux. Vous avez donc en 2017 600 000 tonnes de production, donc rappelons-le, c'est x3 ou x4, donc vous avez 1,8 million, 2 millions de tonnes de poissons pêchés pour obtenir de la farine de poisson. Japan Tuna Fisheries, notamment, Sénégal Association, Pelagic Fisheries. Puis en 2018, juste pour vous donner une idée, on a 452 bateaux de pêche de large échelle qui pêchent. On a 6 800 de petite échelle et on en a 24 900 qui sont à l'échelle artisanale. Tout ça pour la farine de poisson. Et c'est pour ça que vous voyez des organisations en Mauritanie qui disent les gros navires prennent tout. Oui, les gros navires prennent tout, mais il y a eu quand même un pays qui a vendu ses zones de pêche, même les plus proches, qui fait venir énormément de bateaux pour la farine de poisson, alors que les populations locales auraient pu l'utiliser autrement. Donc, il y a du à prendre, à jeter, mais il y a un peu de tout. En 2000, alors là, ça a été la plus grosse période de pêche, et en 2021, donc l'année dernière, on a signé pour les navires européens 290 000 tonnes de poissons, qui correspond à 57 millions d'avance par l'Europe pour ses quotas de pêche, plus 16 millions et demi qu'a payé l'Europe pour une stratégie nationale mauritanienne des mesures approuvées conjointement de développement. 16 millions. Voilà. Donc ça c'est voilà un exemple. Alors ça c'est un pays qui produit de la farine. C'est une farine que vous ne pouvez pas utiliser comme ça. C'est-à-dire qu'elle devra aller en Norvège ou ailleurs, être mélangée avec de la farine des îles Féroé, du Chili, pour que l'humidité aille, que le pourcentage plein de choses. Donc beaucoup encore d'années venues avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, si tu peux conclure. Je conclue avec je crois qu'il y a les dernières après. Alors ça c'est pour les SDG, c'est les développements, c'est les objectifs de développement durable, pour vous montrer que l'océan il est un petit peu partout. Et quand on parle d'objectifs de développement durable, que ce soit la lutte contre la pauvreté ou contre la faim ou contre le reste, ils sont tous concernés, grosso modo, ils les concernent tous. Et la finance bleue, donc voilà un petit peu ce qu'on s'attend à demain, c'est-à-dire voilà, les navires qui ont un carburant propre, les énergies renouvelables marines, l'écotourisme, les zones marines protégées, la biotech marine, voilà, les algues, les insectes, enfin tout ça c'est ce dont on a parlé. Et je crois que, alors ça c'était les investissements mixtes, mais on va pas les aborder. Et ça je voulais vous faire un dernier truc, puisqu'on a une crise quand même ukrainienne et russe. On a dans la pêche, on a un système très bien. On a des satellites qui étudient les bateaux qui sont dans les zones. Et donc, ça nous permet de faire un petit peu de savoir qui fait quoi et où et comment. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a 2 bateaux russes, flag russe et marins russes, qui transportent en ce moment de la farine de poisson que tu peux passer. Alors ça, c'est du côté de Mourmansk, hein, donc c'est très loin. Et on s'est rendu compte que ces bateaux-là, en fait, sont de Cargill. Alors, je ne sais pas si certains ont entendu parler de Cargill, un gros groupe américain qui pèse 100 milliards, voilà, et de Skretting, qui appartient à Nutreco, qui sont des Hollandais. Et en fait, ces sociétés-là sont en train d'alimenter les fermes aquacoles qui sont en Russie, parce que ça on le sait pas, mais il y a des très grosses fermes, donc la Russian Aquafarm qui appartient à comment il s'appelle, Wolf, c'est écrit avant, donc c'est l'un des conseillers et meilleurs amis du ministre des Finances russe, et donc il produit, si ça tombait de retourner au précédent, il produit chaque année 17 000 tonnes de saumon en Russie.
puisque la Russie a décidé elle aussi d'être autonome au niveau de sa production. 17 000 tonnes, c'est pas suffisant, mais c'est un très bon début. Et donc il faut nourrir tous ces poissons. Et Cargill, qui est américain, a dit la nourriture est un droit de l'homme essentiel. Et donc, fourni aux Russes, ce qu'il ne faut pas juger d'ailleurs, mais il faut savoir que l'industrie du poisson, elle est politique également. Donc, les décisions sont prises par rapport à des réalités politiques. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Très passionnant. Alors, on va faire sur la session. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de temps, pardon, pour les questions parce qu'on est déjà très en retard. Mais est-ce que une ou deux questions? J'avais une question pour monsieur. Concernant j'ai vu sur l'un des slides, je ne me rappelle plus lequel, que c'était marqué comme quoi c'était à faible risque ces bonds. Mais pour moi, s'il y a justement, en plus avec le réchauffement climatique, c'est quand même risqué. Je sais pas, par exemple, vous faites pas mal de vanille, ce genre de choses. Il peut y avoir une année où la récolte ou bien beaucoup de pluie au moment où elle est stockée et la récolte pourrit, enfin ce genre de choses, ça peut être quand même un peu risqué ce type de placement. Oui. Alors en fait, je pense, pour être très, très synthétique, la notion de risque est plutôt d'un risque maîtrisé dans la sélection des projets, dans la sélection des cultures. Il va y avoir une recherche approfondie pour sélectionner des cultures sur lesquelles on a le moins de risques opérationnels, les chaînes de valeur sur lesquelles on a le plus de possibilités d'accompagner avec du sourcing additionnel. Et également, on va faire des tests pour s'assurer qu'avant de se lancer à grande échelle et de déployer les investissements à grande échelle, on a eu déjà un retour sur le comportement des cultures sur les sols. Donc c'est pas vraiment une absence de risque, il y a toujours un risque qui va être lié, je sais pas, au climat ou autre. En revanche, on fait tout pour pouvoir le maîtriser, l'anticiper, et on a une approche qui est celle du groupe, qui est une approche risque inverse. C'est pour ça que quand vous avez vu, par exemple, Réponse courte. Ok. J'ai une question à Stéphane Herp. Quels sont les défis de la finance durable? Alors, effectivement, il y a beaucoup de défis. Alors, je pense qu'une partie du défi est en train d'être répondue, c'est la réglementation, parce que on a vu, il y a énormément c'est très compliqué si on n'a pas un baromètre, de notation, de savoir quel projet choisir par rapport à tel autre. Et donc, en fait, là, on voit que l'Union européenne est en train de prendre les choses à bras-le-corps, puisque la semaine dernière, par exemple, le Parlement européen a voté une loi qui n'est pas encore en application, mais qui permettra d'imposer aux entreprises de communiquer sur un rapport extra-financier qui sera commun à toutes les entreprises. Et ça, c'est positif et qui devra être audité en plus. Donc, ça à partir d'une certaine taille. Ça veut dire qu'on va commencer à pouvoir juger les entreprises avec leur bilan financier, mais aussi avec un bilan extra-financier. Donc ça, je pense que pendant longtemps, on n'avait pas, et ça, c'est un enjeu très important. Et l'autre enjeu, je ne vais pas essayer d'être trop long, c'est quelque part, il y a une course entre les sociétés de notation extra-financière aux États-Unis, en Europe, et la réglementation des deux continents. Quel va être le standard qui va être imposé? Parce qu'on l'a vu dans d'autres domaines financiers, notamment des standards finalement se sont imposés aux autres. Et ça, je pense que c'est crucial parce que c'est une question de souveraineté pour l'Europe, de ne pas se voir imposer un standard américain, ils sont très forts pour ça, qui ne va pas correspondre forcément à la vision de l'ISR qu'on a en Europe. Très bien. Alors, un grand merci à tous pour votre présence. Je voudrais remercier aussi Monaco Resources pour le cocktail qui nous attend au 5e étage de la terrasse du centre scientifique. Merci aux traiteurs que nous allons retrouver et merci à tous, donc au centre scientifique, Osmo International et MWF Institute. Merci.